Bienvenue à tous. Donc, nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bienvenue, Jean-Pierre. Bon, bienvenue. Écoute, bonsoir Gwénoline et bonsoir à tout le monde. Voilà, donc c'est notre 4e conférence, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Et donc ce soir, le titre, c'est œuvrer sur une conscience pour avoir l'impact sur la cellule. Donc, encore une conférence super intéressante. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu... Oui. Oui. Alors, donc, me présenter, c'est ça, peut-être parler un peu du cursus de mes études. Donc, j'ai fait l'école de kinésithérapie. Et puis, constatant que les résultats étaient insuffisants, j'ai fréquenté 4 écoles d'ostéopathie. Puis, j'ai fréquenté une école d'acupuncture. J'ai enseigné le Qigong pendant une vingtaine d'années. J'ai fait ma propre recherche à partir de ces bases-là. Et donc, j'obtenais des résultats cliniques qui étaient extrêmement intéressants. Mais certaines personnes qui avaient un peu peur me disaient, c'est très bien ce que tu fais, on est obligé de constater les résultats, mais comme tu n'as aucune preuve scientifique, ça nous arrangerait beaucoup que tu nous expliques pourquoi et comment ça fonctionne. Alors, pour rassurer ces gens-là, donc, je me suis lancé dans l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique et de la biophotonique, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux pourquoi ça fonctionnait, effectivement, et comment ça fonctionnait. Et ça m'a permis, évidemment, d'améliorer cette technique et d'aller beaucoup plus en profondeur. Voilà. Et maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir vous expliquer tout ça, de vous présenter tout ça. Ah, merveilleux. Merci beaucoup de nous présenter toutes ces recherches. C'est un vrai régal. Alors, il me semble que tu voulais nous faire un petit résumé des précédentes ou de la précédente conférence. Oui, en fait, oui, je vais vous faire un résumé parce que c'est la 3e conférence. Alors donc, on va simplement reprendre un petit peu ce qu'on a dit dans la conférence numéro 1. On parlait de tous nos problèmes et on avait cité des mots précis pour expliquer ce que c'était que ces problèmes, les douleurs, les tensions, les pathologies, le mal-être. On se sent isolé, on est coupé de l'autre, donc on est en manque. Et puis, si on a la chance d'avoir un tout petit peu d'amour qui vient de l'extérieur, on tombe dépendant de cet amour à l'extérieur. Bref, tout ça, c'est fort désagréable. Et j'ai mis ces mots-là derrière les problèmes que nous avons ordinairement dans la vie, parce que ça correspond à des bases scientifiques que je vais vous expliquer, que je vous explique tout au long de mes conférences. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et donc, ce qu'on disait de fondamental dans cette première conférence, c'est que 95% de la population est parfaite, c'est-à-dire les gens sont en parfaite santé, ont des cellules qui fonctionnent parfaitement. Et quand on voit que 95% de la population est parfaite et que 100% de la population est malade, effectivement, là, on se pose une question, comment ça se fait? Et on va être obligé de parler d'environnement, c'est-à-dire des gens parfaits dans un environnement malsain, ça donne des problèmes, effectivement. Parce que des gens parfaits dans un environnement sain, eh bien, il n'y a pas de problème, tout simplement. Donc, à partir de ce principe-là, la solution ne consiste pas à changer les gens, mais consiste à les mettre dans un environnement qui soit un peu meilleur. Et donc, pour mieux comprendre pourquoi on a ces problèmes, eh bien, j'avais dans cette première conférence parlé d'une expérience de Bruce Lipton sur les cellules et qui montrait que les hormones de stress avaient un impact sur les cellules qui était vraiment délétère, c'est-à-dire très mauvais, et qu'il était à l'origine, cette sécrétion d'hormones de stress était à l'origine des maladies d'origine anatomique, des maladies d'origine physiologique et du mal-être. Alors évidemment, j'avais expliqué dans la conférence numéro 2 ce que c'est que le bien-être et le mal-être. Et donc, pour mieux comprendre pourquoi ces hormones de stress ont un tel impact sur notre corps, eh bien, il était nécessaire de savoir un peu qui nous sommes. Et j'ai parlé d'identité. Je disais dans cette première conférence que Newton pensait que nous étions 100% de matière et que toute matière étant séparée des autres matières, ça amenait un concept, une croyance qui est erronée du fait que les matières sont séparées les unes des autres. Et donc ça va être à l'origine de quantité de problèmes. Alors que nos physiciens modernes, les derniers qui sont arrivés, nous disent que la nouvelle physique nous dit que nous sommes 100% de vide et non pas 100% de matière,
et en plus que le vide est plein. Alors évidemment, il y a de quoi se poser quelques questions. Si on comprend bien ce que c'est que le vide, on va peut-être pouvoir comprendre le mode d'emploi pour aller vers le bien-être et la santé. La nouvelle biologie, c'est l'épigénétique. Elle dit que Newton a rejeté l'esprit et qu'il était nécessaire de reprendre l'esprit et de le mettre au-dessus du corps parce que c'est l'esprit qui gouverne le corps. Donc, Bruce Lipton, quand il parle de ça, c'est qu'il a quelques preuves. Einstein dit que nous sommes énergie et matière et que c'est tellement enchevêtré que, eh bien, on ne pouvait pas distinguer l'un de l'autre. Et il disait, le champ, c'est la seule réalité. Alors, quand on comprend que le champ, c'est la conscience, quand on comprend que l'esprit, c'est la conscience, on commence mieux à comprendre le mode d'emploi. Et puis Feinberg, c'est un physicien qui nous a dit qu'il y avait des particules qui étaient toujours au-dessus de la vitesse de la lumière. Et donc, notre conscience est constituée de tachyons, qui sont toujours au-dessus de la vitesse de la lumière, que notre corps est constitué de bradyons, des particules qui sont toujours en dessous de la vitesse de la lumière, et que l'information passait entre le champ de conscience et le corps physique par l'intermédiaire de photons qui vont toujours à la vitesse de la lumière. Donc, si on comprend un peu mieux cette anatomie, finalement, cette nouvelle anatomie, eh bien, on va comprendre un petit peu mieux l'impact des hormones de stress sur les cellules et sur le corps. Alors, évidemment, j'avais parlé des impacts les plus importants des hormones de stress sur notre corps, l'arrêt du système immunitaire, l'arrêt de la croissance, l'utilisation du cerveau arrière, c'est-à-dire que comme il y a une vasoconstriction des lobes frontaux et préfrontaux, eh bien, c'est la partie de nous qui est intelligente, ne fonctionne plus, et tout le sang va à l'arrière de la tête, et c'est l'arrière de la tête. Autrement dit, plus nous sommes stressés, plus nous sommes bêtes. Alors, ça peut arranger certains tyrans pour nous maintenir dans l'esclavage. Les pathologies, évidemment, les hormones de stress sont à l'origine des pathologies d'origine anatomique et physiologique. Et donc, j'ai fait un petit diaporama avec donc des planches anatomiques pour expliquer en quoi ces cellules, quand elles étaient soumises à des hormones de stress, se rétractaient et que ça aboutissait à des rétractions tissulaires qui aboutissaient à des contraintes mécaniques dans le corps à l'origine de ces pathologies. Et puis j'ai parlé de mal-être en expliquant que lorsque les cellules se fermaient, ça les coupait des champs de conscience et notamment de l'âme, et donc il y avait une perte de la complétude. Enfin, j'ai parlé aussi que comme nous sommes créateurs, eh bien, quand nous avons stocké dans notre subconscient des informations négatives, nous allons à partir de ces informations négatives créer du négatif sous forme d'un corps physique malade et sous forme d'un environnement hostile. Donc, j'ai exposé tous ces problèmes en disant, ben voilà, maintenant, ce serait peut-être intéressant de trouver une solution. Et comme 95% des maladies sont d'origine informationnelle, peut-être la solution sera dans l'information. Ça, c'était la première conférence. Dans la deuxième conférence, il s'agissait de trouver une orientation pour trouver une solution. Et avant de trouver la bonne orientation, il s'agissait de prendre conscience que l'orientation officielle allait dans la mauvaise direction. Alors, cette orientation officielle, eh bien, elle luttait contre les pathologies, c'est la médecine standard officielle qui fait ça, et qui agit directement sur la matière par l'intermédiaire soit de la chimie, soit par l'intermédiaire de la physique des forces de Newton, physique mécanique des forces de Newton. Et donc, ce concept matérialiste newtonien marche avec la séparation. Je disais tout à l'heure que si nous sommes que de la matière, eh bien, mon corps de matière est séparé du corps de matière des autres corps de matière. Et cette séparation, qui est une illusion, hein, va avec une logique de violence, de guerre et de mort. Alors, c'est pour ça que lutter contre les pathologies, comme le fait la médecine officielle, c'est quelque chose qui me paraît violent et qui me paraît inefficace. Alors, j'avais cité des maîtres en Aïkido qui nous disaient que il s'agissait de réconcilier le monde et que il s'agissait de résoudre un conflit et non pas de provoquer ni de gagner la guerre. Alors, la physique quantique a prouvé en 1982 que nous sommes tous un, c'est ce qu'on appelle la loi d'intrication de la physique quantique. Et donc, cette loi, si nous sommes tous un, ça veut dire que
aucune matière n'est séparée d'aucune matière et tout est interrelié, tout est interconnecté, et ce qui fait qu'il y a un seul être vivant qui est l'univers. Et donc, ça veut dire que tous les corps humains sont habités par la même conscience, hein, que les physiciens appellent le vide quantique, et que donc, à ce moment-là, si nous sommes tous un, ben, ça nous oblige à donc une logique de respect et d'amour. Hein, si la personne qui est en face de moi est ma main, par exemple, ben, je ne vais pas détruire la main qui est en face de moi puisque je suis cette main. Voilà, donc, et c'est évident que ça va avoir des impacts sur la conception de la médecine. Et donc, c'est Schrödinger qui disait que la conscience est une, et que la conscience, il y a une seule conscience universelle. Thich Nhat Hanh nous disait que, eh bien, si nous sommes l'océan, cet océan de conscience, ça amène une notion d'immortalité, alors que si nous pensons que nous sommes le corps, eh bien, ce corps, il a une naissance et une mort. Et donc, forcément, il est mortel, et forcément, nous avons peur de la mort. Et donc, peut-être que de prendre conscience de notre véritable identité nous affranchirait de la peur. Or, comme c'est la peur qui est à l'origine des sécrétions d'hormones de stress, ce serait certainement intéressant pour nous. Et donc, Einstein disait que ce serait quand même intéressant que cet effet d'optique de la conscience qui dit que nous sommes séparés, eh bien, si notre but, ce serait d'élargir le cercle de notre compassion à l'ensemble de ce qui est vivant dans l'univers. Et j'avais cité Sternheimer qui disait que la croyance de la séparation était une fausse croyance et qui était à l'origine d'une ignorance qui déclenchait la violence. Et donc, c'est pour ça que la médecine officielle lutte contre les pathologies. Et donc, ça, c'est violent de lutter contre. Mère Teresa nous avait expliqué que non seulement c'était violent, mais qu'en plus, c'était contre-productif. J'avais cité Mère Teresa, elle ne voulait pas manifester contre la guerre, mais elle souhaitait manifester pour la paix. Et j'expliquais en quoi c'était négatif, c'était contre-productif de lutter contre ce qu'on ne souhaitait pas. Alors, c'est ce que fait la médecine. Et j'ai oublié de citer une Amma qui disait finalement l'obscurité, on ne peut pas la retirer parce que l'obscurité, ce n'est que l'absence de lumière. Et donc, si par contre on rajoute de la lumière, eh bien, l'obscurité disparaît automatiquement. Et ça me paraît fondamental parce que finalement, le négatif n'existe pas. Ce qui veut dire quelque chose de vraiment très extraordinaire, c'est que les pathologies n'existent pas. Alors, si on comprend que les pathologies n'existent pas, eh bien, vous allez me dire, et pourtant, je vois bien des pathologies tous les jours. Ben oui, parce que c'est nous qui les avons créées. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de l'absence de lumière. Et quand nous, on voit l'absence de lumière et qu'on la baptise avec notre verbe et qu'on dit ça s'appelle l'ombre, eh bien, nous créons l'ombre en faisant ça. Si on fait de la physique quantique, on sait que la conscience est créatrice et c'est donc nous qui avons créé l'ombre, c'est nous qui avons créé les pathologies. Quand on fait un diagnostic et qu'on donne un nom à l'ombre, eh bien, on crée l'ombre. Et donc, les médecins, en faisant des diagnostics, créent les maladies. Et non seulement ils créent les maladies, mais après, ils décident de lutter contre les maladies. Et on sait que quand on lutte contre quelque chose, on le nourrit, ça grossit. Autrement dit, les pathologies sont notre création. Non seulement nous les avons créées, mais en plus, nous les nourrissons. Alors, peut-être la première solution, ce serait d'arrêter de créer du négatif. Et c'est vrai que dans certaines régions du monde, dans certaines communautés humaines qui sont vraiment restées authentiques, eh bien, on s'est rendu compte que dans leur langue, quand ils s'exprimaient, le négatif n'existait pas. Il n'y avait que du positif. Donc, le positif, c'est ce qui existe, et c'est nous qui créons le négatif et qui le nourrissons. Alors, si on arrêtait de créer et si on arrêtait de nourrir, ce serait peut-être intéressant, et c'est la raison pour laquelle je pense que donc lutter contre les pathologies, ça c'est quelque chose qui est négatif. Lutter c'est négatif, contre c'est négatif, les pathologies c'est négatif. C'est quelque chose qui est violent et c'est quelque chose qui crée les problèmes au lieu de les résoudre. Donc si on renonce à tout ça, eh bien qu'est-ce qu'on va faire à la place? Eh bien on va œuvrer pour le bien-être. Œuvrer positif, c'est positif, le bien-être. Et donc,
on se rappelle que le bien-être et la santé, c'est la complétude, c'est quand les cellules sont ouvertes, c'est quand nous sommes en connexion avec la lumière. Quand les cellules sont ouvertes, nous sommes en connexion avec la conscience universelle que nous sommes. Et donc, le rôle consiste à amener de la lumière et non pas à retirer l'ombre. Et à ramener de la lumière, c'est restaurer la complétude. Et comment moi je participe à cette chose? Eh bien, simplement en agissant sur le comportement des cellules, puisque c'est, je le rappelle, les hormones de stress font que les cellules se ferment et diminuent de volume. Eh bien, comment je vais pouvoir agir sur le comportement des cellules pour qu'elles s'ouvrent et qu'elles récupèrent leur volume idéal afin d'être reconnectées à ce champ de conscience et de recevoir à nouveau l'information, la lumière. Hein? Alors voilà, donc œuvrer pour le bien-être cellulaire, c'était la deuxième conférence. Et on va se poser la question, comment on œuvre pour le bien-être cellulaire ce soir? Et donc, ce soir, je vais déterminer des grandes orientations. Puisque les anciennes orientations ne sont pas très bonnes, on va définir des nouvelles orientations en fonction des nouvelles sciences qui, justement, vont dans cette direction. Alors là, je vais commencer à remettre le diaporama. Je crois que je double-clique sur la flèche verte. C'est exact. Et après, je double-clique sur le diaporama que je veux. Pourvu que j'ai le diaporama. Est-ce que tu l'as là, non? Alors non, parce qu'en fait, tu devais… Voilà, là, c'est bon. Tu peux le… Parfait. Alors là, si je le mets comme ça, on est voilà. Tu voilà. peux l'agrandir un tout petit peu pour qu'on soit… Je vais le grandir au maximum. Voilà. Alors, comment agir sur le comportement de la cellule? Voilà la grande question. Et nous avons vu dans les conférences précédentes que le paradigme newtonien, l'ancien paradigme, préconisait de tirer sur les tissus, c'est-à-dire avec mes mains physiques, je saisis le tissu physique par les deux extrémités, je tire dessus pour le rallonger. Et donc, j'avais expliqué dans les conférences précédentes que le résultat était nul. Non seulement je rallonge de 3 fois rien, c'est-à-dire sur, par exemple, 8 cm de rétraction, si je tire dessus pendant 1 heure, je vais rallonger d'1 millimètre, et ce millimètre que j'ai récupéré, ça va tenir 1 heure, et 1 heure après, j'ai perdu le bénéfice. Et donc, ça, c'est quand j'étais kinésithérapeute que je faisais ça. J'utilisais les lois de la physique mécanique de Newton, mais apparemment, ça ne marche pas sur un corps vivant. Alors donc, je me suis posé la question, pourquoi ça ne marche pas? D'une part, parce que je lutte contre les rétractions en tirant dessus comme un malade, et d'autre part, parce que j'agis en tant que corps sur un corps. Alors donc, si ça ne marche pas, et si nous sommes un corps en interaction avec une conscience grâce à l'information, sur quoi je vais agir? Je vais agir forcément sur la conscience si ça ne marche pas sur le corps. Voilà. Alors, donc, ça nous ramène à notre identité. Donc, nous sommes un champ de conscience en interaction avec des cellules. Tu es là? Oui, je suis là, je ne vous quitte pas, rassure-toi. Voilà, donc 50 trilliards de cellules, ça fait quand même pas mal. Hein. Et donc l'interaction entre le champ de conscience et la cellule se fait par l'information. L'information est véhiculée par les ondes électromagnétiques, et notamment quand on étudie l'épigénétique, par des photons, c'est-à-dire de la lumière, en fait, qui est sur la fréquence des ultraviolets. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les ultraviolets qui informent les cellules, ça veut dire que les cellules entre elles, naturellement, communiquent grâce à des informations sur la fréquence des ultraviolets. Mais on peut ramener d'autres ondes électromagnétiques, d'autres fréquences, et les informations vont passer également. Alors donc, si on n'œuvre pas sur le corps, on va œuvrer sur la conscience pour avoir un comportement sur la cellule, donc sur le corps de matière. Alors, ce choix que j'ai fait repose évidemment sur des preuves scientifiques, et je vais commencer par citer Einstein, qui dit que seul le champ gouverne la particule. Quand on a compris que le champ, c'est la conscience et que la particule, c'est la matière, si Einstein le dit, c'est qu'il a certainement de très bonnes raisons pour le faire. Alors, pour expliquer et pour qu'on comprenne un peu mieux en quoi le champ gouverne le corps, le champ gouverne la particule, eh bien, j'ai pris une image, c'est-à-dire que si on saupoudre de l'émail de fer sur une feuille de papier, eh bien, on se rend compte qu'elle se répartit de manière aléatoire.
Par contre, si en dessous de la feuille de papier, on met un aimant, eh bien, on va se rendre compte que la l'émail de fer va prendre la forme du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est la conscience, c'est quelque chose qui est invisible et qui va donner une forme au corps, à la matière qui est visible, c'est-à-dire à la l'émail de fer. Voilà. Donc, si, par exemple, je suis médecin et si je pense que je ne suis qu'un corps de matière, et si cette image ne me plaît pas, avec mes doigts de matière, je vais prendre la l'émail de fer, je vais essayer de la déplacer un petit peu, et je vais me rendre compte que quand je lâche la l'émail de fer, elle revient à sa place, tout simplement parce que c'est le champ magnétique qui décide de la place de la l'émail de fer, et c'est pas ma main de matière. Et donc, si on veut changer la forme de la l'émail de fer, c'est possible à partir du moment où on va changer l'aimant. On va avoir un champ différent, et donc la l'émail de fer va se répartir de manière différente. Donc simplement, déjà, rien que cet exemple très simple vous montre que quand j'agis en tant que corps de matière sur la matière, ça ne marche pas, et que quand je modifie le champ, eh bien, ça modifie la forme de la matière. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin. Hein, Bruce Lipton dit seul l'esprit gouverne le corps. C'est exactement ce que dit Einstein. Hein. Einstein dit seul le champ gouverne la particule. Et quand Bruce Lipton dit seul l'esprit gouverne le corps, c'est des mots différents qui expriment exactement la même chose. Alors, vous avez peut-être entendu parler du professeur Régis Dutheil. Hein, il s'est reposé, lui, sur les travaux d'un physicien qui s'appelle Gerald Feinberg. C'est lui qui disait qu'il y avait des particules qui étaient toujours au-dessus de la vitesse de lumière, les tachyons, et que notre conscience était constituée de tachyons, des particules toujours en dessous de la vitesse de lumière, qui étaient des bradyons, et que entre les tachyons et les bradyons, eh bien, il y avait les photons qui allaient toujours à la vitesse de lumière et qui transportaient donc l'information entre la conscience et le corps. Alors, Régis Dutheil s'est reposé là-dessus pour amener une hypothèse qui s'avère à l'expérience assez intéressante. Il dit, puisque l'univers superlumineux de la conscience totale serait l'univers fondamental, c'est ce que les physiciens quantiques appellent le champ du vide quantique, et l'univers sous-lumineux n'en serait qu'une projection holographique, un effet amoindri en information. Ces deux univers seraient étroitement intriqués l'un dans l'autre. Alors, évidemment, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que finalement, le corps n'est qu'une image de la conscience projetée à travers le mur de la lumière. Et comme cette image présente les caractéristiques d'un hologramme, eh bien, ça pourrait se résumer par le fait que le corps est une image holographique de notre conscience projetée à travers le mur de la lumière. Et comme on le verra plus tard, plus loin, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, notre corps, c'est de la matière, c'est vrai, quand nous sommes morts. Mais comme nous sommes vivants, notre corps, c'est de la conscience, et cette conscience a toutes les caractéristiques de l'hologramme. Autrement dit, cette conscience obéit aux lois de l'holographie et non pas aux lois de la physique mécanique de Newton. C'est pour ça que quand on tire sur les deux extrémités d'un tissu, ça ne se rallonge pas. Alors, j'aime bien, quand je suis dans une conférence, montrer un exemple. Imaginez que vous avez un écran de cinéma en face de vous, et avec une image qui est projetée sur cet écran. Eh bien, l'image qui est projetée sur cet écran, c'est le corps physique. Mais le projecteur, c'est la conscience. Alors, évidemment, si je suis médecin et si je crois que cette image me déplaît, c'est-à-dire que ce corps présente une pathologie corporelle, si je pense que je ne suis qu'un corps en tant que médecin et que mon patient n'est qu'un corps, pour changer l'image, je vais me diriger avec mon corps vers l'écran et je vais essayer de changer l'image. Et je me rends compte évidemment que ça ne marche pas. Par contre, si je suis médecin et si je comprends que je suis une conscience et que mon patient est une conscience et que son corps n'est qu'une image de sa conscience, alors pour changer la diapo, au lieu de me diriger vers l'écran, je vais me diriger vers le projecteur. Je vais appuyer sur le bouton du projecteur et je vais regarder l'écran pour voir si le corps change et je m'aperçois que la diapositive change. C'est ainsi que si je veux changer le corps, c'est en agissant en tant que conscience sur la conscience que l'image du corps va changer. Donc, tous ces exemples nous amènent tous à la même conclusion, que ce n'est pas en agissant en tant que corps sur un corps qu'on va y arriver,
mais c'est en agissant en tant que conscience sur une conscience. Alors, maintenant, je vais reprendre un petit peu l'image de la cellule appliquée à ce modèle du projecteur de diapositive. Et donc, on peut imaginer que, par exemple, le corps serait une chaussette. Ce serait la cellule, si vous préférez. Et qu'à l'intérieur de cette chaussette, il y aurait l'âme qui serait finalement un ballon transparent qui est à l'intérieur de la chaussette. Et à l'intérieur de ce ballon transparent, il y aurait de la lumière qui serait l'esprit. Bien. Et donc, évidemment, si le ballon est gonflé, les mailles de la chaussette s'écartent et la lumière passe à travers les mailles de la chaussette et la lumière rayonne autour de la chaussette. Ça, c'est ce qui se passe quand on est en bonne santé. Et puis, donc, quand les hormones de stress arrivent, eh bien, simplement, quand l'huître se fait agresser, elle décide de se fermer. Et donc, le ballon décide de se dégonfler en pleine conscience, pour fermer la porte, finalement, de la cellule, c'est-à-dire pour que les mailles de la chaussette se rapprochent et que, du coup, la lumière soit occultée. Ça, c'est ce qui se passe quand on a des hormones de stress. Alors maintenant, si on a compris cet exemple, et si on veut si on veut regonfler le ballon, hein, il s'agit de comprendre comment on va s'y prendre. Et donc, les hormones de stress fait que la cellule décide de se fermer, c'est elle qui prend cette décision pour se protéger. C'est l'huître qui décide de se fermer pour se protéger. Donc, en kinésithérapie, ce qu'on m'a appris, c'est de tirer le tissu par les deux extrémités. C'est comme si je voulais forcer sur la porte pour ouvrir la porte de la cellule. Et donc, si je force la porte de la cellule, je le fais contre la volonté de l'esprit ou de la conscience qui, elle, a décidé de fermer la porte. Autrement dit, à partir du moment où je vais ouvrir la porte alors que l'âme a décidé de la fermer, ça s'appelle du viol. Forcément, l'âme ne va pas être d'accord et donc, dans 99% des cas, l'âme s'oppose à l'ouverture de la porte et en principe, le praticien qui essaye de faire ça, il a aucun résultat comme je vous l'ai expliqué. Si par hasard, il arrivait à forcer cette porte, à violer cette huître et à l'ouvrir, hein, eh bien donc, il gagnerait la guerre finalement contre l'âme de la cellule. Hein, et donc, le problème, c'est que la cellule, que l'âme qui est dans la cellule a décidé de fermer la porte. Et donc, une fois que le thérapeute s'en va en se frottant les mains et en bombant le torse parce qu'il avait gagné la guerre, eh bien, dès qu'il a le dos tourné, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? Elle décide de refermer la porte et la cellule se referme, c'est-à-dire que le ballon se redégonfle et les mailles de la chaussette se rapprochent et la lumière disparaît. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe quand on veut forcer l'ouverture de la cellule. C'est la même chose que quand on veut forcer l'ouverture d'une huître. Peut-être qu'il y a d'autres procédés pour trouver une issue pour que l'huître puisse s'ouvrir. Hein. Alors donc, évidemment, donc, au lieu d'agir sur la porte et de forcer comme une brute pour l'ouvrir, eh bien peut-être qu'on pourrait s'intéresser à l'âme qui a décidé de fermer la porte. Hein. Et donc, Platon le disait 400 ans avant Jésus-Christ, les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. J'ai trouvé que c'était une orientation très intéressante. Hein. L'agir sur l'âme, donc, ce serait agir sur la conscience. Quand on sait que l'âme, c'est la conscience, voilà qui devient intéressant. Alors, Amma dit oublier l'âme et vénérer le corps, c'est comme ignorer l'électricité et croire que les appareils électriques fonctionnent par eux-mêmes. C'est à peu près le même principe. Donc voilà pourquoi il est intéressant de s'intéresser au champ, de s'intéresser à l'âme. Alors, comment on va agir sur l'âme? Alors, ça va demander un peu de patience et un peu d'amour. Et je reviens sur Amma qui nous donne une image qui m'a beaucoup parlé. Elle dit « Tant qu'une fleur est en bouton, sa beauté et son parfum demeurent cachés. On ne peut forcer un bouton de rose à s'ouvrir. Il faut attendre patiemment le moment de l'éclosion. » Donc, évidemment, de tirer comme une brute sur une cellule pour ouvrir la porte, c'est pas ça qui va être la solution. Par contre, le respect et l'amour, ça va être quelque chose qui va être intéressant.
parce que, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie à la rose de s'ouvrir? Ben, si vous lui donnez de l'amour, de l'eau et du soleil, eh bien, voilà tout ce dont elle a besoin pour s'ouvrir. Et donc, si on revient à nos cellules, donnons-lui à cette cellule, donnons-lui de l'amour et donnons-lui les informations positives dont elle a besoin. Alors, évidemment, chaque organe a une âme, c'est-à-dire une conscience, mais donc Rupert Sheldrake appelle ça un champ morphogénétique. Et donc, nous allons agir sur la conscience de l'organe, sur le champ morphogénétique. Alors, comment on s'y prend pour ouvrir sur le champ morphogénétique? Comment on va, avec quel outil on va arriver à faire tout ça? Voilà qui va orienter un peu notre recherche. Donc, pour restaurer la complétude, évidemment, comment aider la cellule, lui donner envie de s'ouvrir pour à nouveau restaurer la complétude, à nouveau amener de la lumière afin que l'ombre disparaisse. Eh bien, pour répondre à cette question, on va être obligé de s'intéresser de plus près à la cellule et à son fonctionnement. Qu'est-ce qui peut lui donner envie de s'ouvrir, en fait? Alors, maintenant, si on veut s'intéresser à la cellule, eh bien, j'ai été obligé, dans cette enquête que j'ai menée, de m'intéresser à la cellule et j'ai essayé de savoir, mais quels sont les scientifiques les plus avancés et ceux qui ont le mieux compris le fonctionnement de la cellule. Eh bien, donc, il faut savoir que la biologie cellulaire classique, standard, officielle, eh bien, les biologies cellulaires, dans leur formation, n'ont que de la chimie, et donc la chimie, c'est la génétique, et donc comprennent la cellule à travers la chimie et la génétique. Et donc, c'est une approche qui est vraiment, je dirais, complètement incomplète. Et si on veut vraiment comprendre le fonctionnement de la cellule, eh bien, il faut faire de la physique quantique. Et donc, ça va donner la nouvelle biologie cellulaire qu'on appelle l'épigénétique. Quand on fait biologie cellulaire plus physique quantique, ça donne l'épigénétique. Et c'est l'épigénétique qui nous donne véritablement le mode d'emploi pour agir sur le comportement de la cellule. Alors, donc, pourquoi j'ai amené quelques arguments qui vont nous amener à choisir d'étudier la physique quantique et l'épigénétique, qui seront les sujets des 2 prochaines conférences. Et donc, s'intéresser à la cellule, c'est s'intéresser, évidemment, il faut comprendre ce que c'est que la génétique et que la vision de la chimie, de la cellule à travers la chimie. Donc, il faut savoir que en 1953, Francis Crick et James Watson ont découvert l'ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est une molécule qui est dans le noyau de la cellule. Et que de cette découverte, on a déduit, on a étudié le code génétique qui est écrit dans l'ADN. Et ça, c'est de la chimie, c'est une molécule. Donc, les cellules sont remplies d'une substance visqueuse qu'on appelle le cytoplasme et sont pourvues d'un noyau. Et donc, tous les êtres vivants se développent selon un plan bien établi par leur propre espèce. Et ce plan de développement de chaque être vivant, ce programme biologique est appelé le code génétique. C'est donc le code génétique qui est donné par l'ADN qui va être à l'origine du développement de notre corps. Hein? Voilà. Donc, il faut savoir que dans le noyau, vous avez des chromosomes, hein, et on appelle karyotype, c'est typique d'un individu. Donc, comment sont faits les chromosomes chez les hommes, comment sont faits les chromosomes chez un chat ou n'importe qui d'autre. Dans un être humain, vous avez 23 paires de chromosomes, hein, 22 paires de chromosomes identiques, hein, voilà, et la 23e paire est composée de 2 chromosomes. Là, pour les femmes, c'est le XX et pour les hommes, c'est le XY. Bon, voilà le karyotype humain, donc on va passer ça rapidement, c'est pas très intéressant. Donc, dans l'ADN, il y a une seule molécule. Alors, c'est un polymère d'acides aminés, c'est-à-dire vous avez
finalement, les acides aminés sont des perles, et si vous enfilez les perles le long d'un fil, ça finit par faire un collier, et le collier complet, ça s'appelle l'ADN, c'est ce qu'on appelle la molécule. Et c'est cet ADN qui va donner le chromosome. Alors, il y a le noyau de chaque cellule contient 46 chromosomes, donc 46 molécules d'ADN. Voilà. Voilà comment c'est fait, une molécule. Vous avez le collier dont je vous parlais avec les perles. Hein. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, il y a 2 spirales, donc, les 2 brins associés en double hélice. Alors maintenant, on se demande comment fonctionne une cellule. Eh bien, il faut savoir que c'est une molécule qui donne le mouvement à la cellule. Or, en fonction du mouvement, on va avoir des fonctions différentes. Bien. Alors, si vous voulez, en fait, l'ADN qui est dans le noyau, finalement, c'est le plan de construction des molécules qu'on appelle les protéines. Et ce sont les molécules qu'on appelle les protéines qui donnent la fonction à la cellule en fonction de leur mouvement. Alors, c'est un peu, si vous voulez, une protéine, c'est comme si c'était une voiture. Donc, cette voiture, elle a une fonction, c'est de nous déplacer d'un lieu à un autre. Eh bien, le plan de la voiture, il est dans l'ADN. Et donc, pour avoir le plan de la voiture, l'ARN messager va faire une photocopie dans le noyau et ramène la photocopie dans les ribosomes pour lancer la chaîne de construction de voiture, c'est-à-dire des acides aminés. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne, et c'est la protéine qui, par son mouvement, va donner une fonction précise à la cellule. Alors, là, on est toujours dans la génétique. Et donc, la génétique en déduit que finalement, puisque c'est l'ARN qui va construire la protéine, et que l'ARN vient dans le noyau faire une photocopie dans l'ADN, ils en déduisent que si on a un bon ADN, on va avoir un bon plan qui va être fixé sur l'ARN, et quand l'ARN va arriver dans le ribosome, elle va construire des bonnes protéines, ce qui fait qu'on va avoir une bonne fonction cellulaire. Autrement dit, c'est ce que les généticiens appellent le dogme central de la génétique. D'ailleurs, entre parenthèses, pour des scientifiques, parler de dogme, je trouve ça un peu particulier. Et donc, toute la médecine standard, allopathique, matérialiste repose sur cette erreur de l'épigénétique qui dit que c'est l'ADN finalement qui contrôle la protéine et qui contrôle le bon fonctionnement de la cellule. Bon ADN, donc bonne protéine, donc bon fonctionnement de la cellule. Mauvais ADN, mauvaise protéine, mauvais fonctionnement de la cellule. Voilà. Et donc, la médecine officielle est basée sur ce dogme-là qui est faux. Alors, pourquoi est-ce que c'est dans l'erreur? Eh bien, Bruce Lipton va donner quelques arguments. Eh bien, il dit le noyau ne contrôle pas la cellule parce qu'il s'est amusé à retirer des noyaux des cellules et il a constaté que les cellules continuaient de vivre même quand elles n'avaient plus de noyau. Alors, si le noyau, c'est le cerveau qui contrôle, quand on a un être humain et qu'on nous coupe la tête, on a constaté qu'on continuait de pas de vivre. Et donc, en principe, si l'ADN, si le noyau, c'était le cerveau de la cellule, quand on retire le noyau, la cellule doit mourir. Eh bien non, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le noyau n'était pas le cerveau, mais était une gonade. Alors évidemment, si on vous retire les testicules, vous continuez de vivre, bien entendu. L'environnement contrôle le destin d'une cellule génétiquement identique, c'est-à-dire vous prenez des cellules souches identiques sur le plan génétique, vous les mettez dans des environnements différents et en fonction de l'environnement, ça va donner soit des cellules musculaires, soit des cellules osseuses, soit des cellules graisseuses, alors qu'on part des mêmes cellules. Donc, ce n'est pas l'ADN qui détermine la fonction de la cellule, c'est autre chose. Et donc, ils parlent de la protéine réglementaire parce que ils ont découvert en épigénétique que sur l'ADN, il y avait une manche et que quand la manche était descendue, on ne pouvait pas lire le plan. On ne pouvait pas faire de photocopie du plan de construction de la voiture. Et donc,
La manche, quand on la relevait, là, on pouvait faire la photocopie du plan de construction de la voiture. Or, qu'est-ce qui commande la montée et la descente de la manche? C'est pas l'ADN du tout, c'est les informations. Alors, donc, on se posait la question, si c'est pas l'ADN qui contrôle le fonctionnement de la cellule, qui contrôle le fonctionnement de la cellule? Et ce sera la réponse de l'épigénétique. Alors, là, je ne sais pas si je vais vous parler de ça. Ça a l'air intéressant. Oui, mais je pourrais peut-être en parler un peu plus tard. Comme là, je vais simplement rester dans le sujet pour ne pas trop m'en éloigner. Je comprends. Et quand on connaît Nikola Tesla, il faut savoir que Nikola Tesla, c'est grâce à lui que nous avons une société moderne développée. Sans lui, il n'y aurait pas les ordinateurs, il n'y aurait pas la lumière, il n'y aurait pas l'électricité et il n'y aurait pas toute la technologie actuelle. Donc, c'est lui qui a fait les plus grandes découvertes en termes de technologie. Et donc, il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et d'énergie et de vibration. Sous-entendu, et non pas en termes de chimie. Et donc, qui est-ce qui s'occupe des vibrations? C'est la physique quantique. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est indispensable à la compréhension du fonctionnement de la cellule, cette physique quantique? Pourquoi les nouveaux biologistes doivent-ils être formés à la physique quantique? Je vais vous donner quelques arguments qui sont vraiment extrêmement importants, notamment un argument qui est donné par Marc Henry, qui est professeur de chimie et de physique quantique donc à Strasbourg, et qui dit, si on veut vraiment comprendre le fonctionnement de la cellule, ben, il faut savoir que dans la cellule, l'ordre de grandeur est le nanomètre. Et à cette échelle, c'est tellement petit que ce sont les lois de la physique quantique qui règnent. Donc, si dans la cellule est régie par les lois de la physique quantique, évidemment, si on essaye de comprendre la cellule sans comprendre la physique quantique, ça va être très difficile. Et donc, si on veut vraiment comprendre comment fonctionne une cellule, il est indispensable de faire la physique quantique. Et donc, il faut savoir que nos biologistes cellulaires n'ont pas appris la physique quantique dans leur cursus d'études. Alors, évidemment, après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des biologistes cellulaires qui ont étudié la physique quantique et qui l'ont appliquée à la biologie cellulaire? C'est Bruce Lipton, c'est l'épigénétique. Dans la nouvelle biologie, eh bien, c'est la physique quantique qui s'intéresse à l'onde électromagnétique. Et donc, il faudrait que les nouveaux biologistes apprennent la physique. Et puis, vous avez tous les chercheurs en biophotonique, et je vais consacrer une conférence à la biophotonique, notamment Fritz Albert Popp, qui dit que, en introduisant la notion de champ énergétique et ondulatoire, la biologie sort des descriptions basées uniquement sur des réactions chimiques et rejoint la nouvelle physique qui utilise le concept de champ d'information, la nouvelle physique qui est la physique quantique, bien entendu. Alors, la nouvelle biologie, c'est l'épigénétique. Et oui, c'est Bruce Lipton qui est le père de l'épigénétique. Et donc, si on veut vraiment comprendre le fonctionnement de la cellule, il va être incontournable d'étudier la physique quantique et l'épigénétique. C'est la raison pour laquelle la prochaine conférence sera sur la physique quantique et celle d'après sera sur l'épigénétique, afin qu'on puisse comprendre le comportement de la cellule. Tout ça pour arriver à finalement les amener à changer de comportement, à s'ouvrir, à retrouver leur volume idéal et leur ouverture idéale, afin de rétablir la complétude, c'est-à-dire de pouvoir ramener de la lumière et de constater qu'effectivement, quand la lumière arrive, l'ombre disparaît, c'est-à-dire quand on est reconnecté au champ de conscience, mais on se rend compte que les pathologies disparaissent. Alors, tu vois, la conférence est très courte ce soir. J'arrive déjà à la fin. Donc, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Donc, la prochaine fois, nous allons parler de physique quantique, enfin. Et vous allez voir, c'est un sujet qui est assez passionnant. D'accord, merveilleux. Alors, mais n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il y a eu déjà des échanges. Il y a eu déjà des échanges dans le chat. Mais ce n'est pas forcément des questions. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
Donc, bien sûr, on a plein de bonjours, plein de petits cœurs, des palmiers, du soleil, des roses. Il y a eu de la conversation sur les roses. Parce qu'il y a une personne qui est un ami rosier, rosieriste. J'espère que je prononce bien. Et ses roses sont malades. Il va lui parler de ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Le mieux, c'est peut-être qu'il voit même la conférence. Ce sera peut-être plus facile à comprendre. Et donc, en attendant les questions, j'aimerais vous informer que donc la prochaine conférence, elle est le 11 avril sur Gwénoline TV, qui a aussi une conférence en physique en Suisse. Donc, vous pourrez voir Jean-Pierre s'exprimer en physique. Donc, je vous invite à aller sur son site pour voir toutes les informations. Et donc, son site, c'est www.chamodo.fr. Donc, comme d'habitude, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Chamodo.fr. Oui, mais bon, ça, d'accord, ok. Ça, il y a toujours un point, ouais, ok. Ouais. Donc, maintenant, on te retrouve en Vendée pour les consultations et à Paris. Donc, pareil, vous pouvez les regarder sur le site. Oui, en Vendée toute l'année. Donc, voilà. Et puis, voilà. À Paris, parfois. À Paris, il y a des dates précises. Donc, oui. C'est plusieurs jours d'affilée où tu donnes des consultations. Oui. Et je continuerai à donner parfois des consultations en Suisse également. Voilà. Donc, ce que j'ai compris de nouveau aujourd'hui, c'est que tu vas donner des consultations à distance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que moi, je connais les consultations en physique, je les ai vécues, oui. Mais je n'ai pas vécu celle à distance, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ben, écoute, ça utilise le 4e principe de la physique quantique qu'on va étudier à la prochaine conférence, qu'on appelle l'intrication. J'ai déjà parlé d'intrication dans les conférences précédentes. Tu sais, cette fameuse expérience qui a été faite par Alain Aspect en 1982 et qui a prouvé que le monde était non local, c'est-à-dire que la distance n'existe pas. Alors, il est évident que si la distance n'existe pas, si c'est un principe de la physique et de la réalité, c'est que dans la réalité, les distances n'existent pas, ce qui fait qu'on peut soigner les gens même s'ils sont à 50 000 km d'ici, puisque les distances n'existent pas. Hein? Donc, ça repose sur le 4e principe de la physique quantique qu'on appelle intrication. D'accord. Et donc, il y a une question là de Bernard qui dit « Que pense Jean-Pierre du Physioscan Pro 2 ?» Alors, Physioscan Pro 2, je sais ce que c'est que le Physioscan, il y a plusieurs modèles. Ce que je pense beaucoup de bien parce que c'est intéressant. Simplement, je pense que l'appellation médecine quantique est abusive parce que on utilise uniquement les lois de Maxwell et non pas les lois de l'information. Et donc, mais c'est pas pour ça que c'est inutile, c'est quelque chose qui peut être très valable. Alors simplement, par expérience, tu sais, je suis très ami avec les directeurs des écoles de naturopathie de Suisse qui ont été mes élèves et dont un est passionné de médecine quantique. Et donc un jour, je raconte l'expérience parce que c'est amusant et ça va vous montrer un petit peu, d'une part que cette médecine est valable et d'autre part qu'il y a quand même des précautions à prendre. Donc j'arrivais chez cet ami et il me dit, il me mesure avec son appareil et apparemment j'avais un pied dans la tombe. Et puis il me disait, mais il y a quand même un truc au niveau du point indrate, qui est au niveau de gros orteil. Et moi, ça a fait tilt parce que je sais que par le point d'acupuncture de rate, il y a les informations négatives qui pénètrent dans le corps. Et donc, je lui dis, attends, bouge pas. J'ai retiré les informations négatives qui étaient rentrées dans mon corps. Je lui dis, maintenant, tu recommences ton test. Et il a trouvé que j'étais en parfait état. Donc, en fait, son appareil, il est juste, mais il est juste à partir du moment où on teste ça sur un corps qui est dégagé des informations perturbatrices. Oui, pour ça, toi, tu as une formule magique qui est très simple. J'ai une formule magique pour ça que je donne bien volontiers. Elle est très simple. Si vous dites que les IP, c'est-à-dire informations perturbatrices, sortent de nos corps et soient détruites, eh bien, vous rétablissez une neutralité, ce qui fait que là, les appareils de médecine quantique, là, sont juste au niveau des diagnostics et vont pouvoir avoir une action beaucoup plus ajustée. Voilà ce que je pense. Donc, c'est valable, mais il y a des précautions à prendre. Voilà, donc. J'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Et puis, Bernard qui dit tout à fait d'accord par rapport à ce que tu disais avant.
Alors, je ne sais plus, mais je me souviens, c'était par rapport aux soins que tu faisais à distance. Muriel qui dit « Lorsque ce n'est pas un champ de conscience qui est responsable d'une déficience physique, mais quand c'est un médecin qui rate une opération chirurgicale, comment rétablir le bien-être ?» C'est clair que c'est beaucoup plus difficile une fois qu'il y a des dégâts qui sont faits sur le plan matériel. Hein. Mais bon, c'est toujours ce que je dis, je ne lutte pas contre les pathologies, mais j'œuvre pour le bien-être des cellules. Donc, j'agis exactement comme j'agis sur quelqu'un qui a d'autres problèmes. En fait, si vous me dites, est-ce que ça marche pour telle pathologie, pour telle autre pathologie, est-ce que ça marche sur les séquelles d'opération, est-ce que ça marche sur telle autre chose, je veux dire, mais je m'en fous. Je ne lutte pas contre les pathologies, je ne lutte pas contre les problèmes. Moi, je m'occupe du bien-être des cellules. Donc, ça change rien dans ma manière de faire les choses. Et quand on œuvre pour le bien-être des cellules et qu'on ouvre les cellules, c'est vrai qu'on ramène la lumière, mais en même temps, il faut savoir qu'on libère les forces de guérison. Et à partir du moment où on libère les forces de guérison, on peut tout espérer, sachant que je n'ai jamais guéri personne, mais que moi, j'ouvre la porte des cellules qui libère les forces de guérison de la personne. Et c'est cette même personne, avec ses propres forces de guérison, qui va se guérir toute seule. Voilà un peu le principe. Très bien. Par contre, même s'il y a des séquelles d'opération, eh bien, on peut ouvrir les cellules et libérer les forces de guérison. Et on peut tout espérer. Maintenant, la réalité n'est pas déterminée et on ne peut jamais savoir à 100% les résultats qu'on va avoir. Non pas parce qu'on a du mal à mesurer la réalité, mais parce que la réalité elle-même est indéterminée. Et ça, on va le voir dans la prochaine conférence en physique quantique. Très bien. Donc, n'hésitez pas encore à poser d'autres questions. Est-ce que j'ai dit que tu faisais des stages? Donc, tu fais des stages de 3 jours. C'est 6 stages de 3 jours, c'est ça? 6 stages de 3 jours pour se former. C'est voilà. pour se former. Oui, pour une formation complète. C'est-à-dire que si vous n'étiez que des corps physiques avec des cerveaux de matière, il vous faudrait 40 ans pour arriver là où j'en suis. Mais comme vous êtes des consciences déjà parfaites, il suffit de réveiller votre mémoire et 6 stages de 3 jours suffisent pour que vous puissiez arriver au même résultat que moi. Voilà. Ok. Et il y a Muriel qui dit « Merci, donc on peut tenter de réparer une rétine ». On peut. Alors, je trouve que ça manquerait de justesse de fermer les choses et de dire qu'on ne peut rien faire. Donc, par définition, je suis optimiste et je tente ma chance. Et je vois ce que ça donne. Après, c'est pas aussi simple que ça. On libère les forces de guérison. Oui, d'accord, on ouvre la porte à Dieu si vous voulez, mais après, on laisse Dieu se débrouiller avec cette âme. Quel est son karma? Je sais pas, moi, tout ça, j'interviens pas là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu interviens sur la cellule. J'ouvre simplement la porte de la cellule pour mettre en contact avec la lumière et après, je laisse les gens se débrouiller avec la lumière. Oui, parce qu'on a le corps et on a quand même on a la ligne génétique et on a une autre ligne des vies passées. Donc, Alors, justement, la ligne génétique que je vais expliquer dans cette conférence sur l'épigénétique, que finalement, les gens ne sont pas condamnés par leur gène. Hein. On est beaucoup plus libre qu'on l'imagine par rapport au gène. Hein. Donc, la génétique, c'est pas forcément quelque chose qui nous enferme. C'est la génétique qui nous enferme. C'est un héritage, c'est tout, mais on peut le corriger. C'est ça. Alors que d'après la génétique, on ne peut pas le corriger. Mais d'après l'épigénétique, on peut le corriger très facilement. Donc, même les maladies génétiques ne sont pas forcément, ne nous condamnent pas forcément. Hein? Super, donc il y a Muriel qui dit merci avec un cœur. Donc on a aussi Bernard qui nous a mis un cœur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que toi tu veux ajouter quelque chose à la conférence, un mot de la fin, quelque chose, s'il n'y a pas d'autres questions? Oui, donc cet aspect absence de lumière que nous avons décidé de baptiser l'ombre à tort finalement, et que nous avons créé et que nous avons entretenu et nourri, me semble quelque chose qui est fondamental. Je pense que de la même manière, les pathologies n'existent pas et que même dans la vie beaucoup plus vaste, les problèmes n'existent pas. C'est nous qui les créons. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord.
arrêtons de les créer. Arrêtons de les créer. Et commençons à prendre conscience de notre pouvoir créateur et décidons de ce que nous voulons créer. Et si nous voulons créer des choses positives, décidons, et ça c'est l'épigénétique qui va nous l'apprendre et je l'expliquerai donc dans 2 conférences, eh bien sachons que c'est à partir de nos systèmes de croyances qu'on va créer des choses. Et donc évidemment, si on nous a donné des systèmes de croyances négatifs et qu'à cause de ça nous créons du négatif, je crois qu'il va être commencé à devenir important de vérifier tous nos systèmes de croyances et de choisir nos systèmes de croyances. Tout à fait d'accord. Et sachez que la décision, ça a un pouvoir très, très important sur votre vie et votre corps. Donc, quand vous décidez quelque chose, ça peut faire des gros, gros changements dans votre vie. Ce qui veut dire que tout est possible. Voilà. Et le meilleur. Tout à fait. Donc, tout le monde dit très intéressant, oui, complètement d'accord, oui, oui. Donc, un grand merci Jean-Pierre pour nous partager ton savoir. Oui. Comme je vous ai dit, on se retrouve le 11 avril sur Gwendoline TV. Après, pour plus d'actu, sur www.chamodo.fr, donc vous allez voir le site. Et je vous embrasse très fort. Merci pour vos chaleureux messages et vos jolis petits cœurs et votre belle énergie. C'est merveilleux. Écoute, Jean-Pierre, je te dis à très vite parce qu'on se voit en Suisse dans quelques jours. Exactement. Ah oui, tu seras en Suisse. Ah, j'apprends ça, oui. Oui, je vais interviewer là-bas au salon, Céline Légier. Super, alors ça me fera plaisir de te revoir. Moi aussi, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais ça me fera plaisir. Oui, c'est bien, je trouve que ça serait sympa. On vous embrasse les amis. Bonne Bye soirée bye. à tous.